Chez Peugeot Strasbourg, à Eunheim et à Illkirch, venez adopter dès aujourd'hui les moteurs de demain ou bien repartez avec l'un de nos 250 véhicules d'occasion. Bienvenue dans Top Sport. Le sport, justement, n'a pas été épargné par l'épidémie du coronavirus. Plusieurs compétitions ont été annulées ce week-end, notamment pour les hockeyeurs de Mulhouse et de Strasbourg. En basket, le derby a bien pu avoir lieu entre Gries et Soufel-Weiersheim. Les handballeurs de Célestat et de l'ESSAB ont eux aussi pu jouer leur match. Vous l'avez dit, Marine, ce sport a été particulièrement perturbé ce week-end, c'est le hockey sur glace. Et on va en parler ce soir avec notre invité, Daniel Bourdage. Bonsoir, vous êtes l'entraîneur de l'Étoile Noire de Strasbourg. Alors, vous avez vécu une drôle de scène samedi soir dans votre patinoire. On résume vite fait. Vous aviez un match de prévu, il était autorisé par la fédération, la préfecture, mais c'est le club adverse qui n'a pas voulu venir. Vous aviez déjà vu ça dans votre longue carrière ? Non, de toute façon c'est la première fois je pense que beaucoup de gens vivent le coronavirus et effectivement ça nous a un peu démobilisés vendredi soir apprenant que Clermont ne viendrait pas alors qu'il n'y avait aucune raison de ne pas jouer ce match-là. Oui, c'était pas interdit. C'était pas interdit, voilà. Ouais. C'était pas aucune interdiction. On va revenir justement sur ce drôle de week-end pour vous et pour d'autres également. On va passer d'abord par des sports qui ont été moins touchés par cette épidémie. D'abord le handball avec Célestat, pas d'annulation pour eux, ni de report. Après avoir été les premiers à faire tomber l'ex-leader Limoges, les Violets avaient enchaîné 2 courtes défaites face à 2 équipes du podium. Ils recevaient Valence, l'avant-dernier du championnat, et Célestat en violet sur les images démarre plutôt bien. Il faut attendre seulement 45 secondes pour les voir marquer. Mais Valence est bien présent dans ce début de match. Les 2 équipes sont plusieurs fois à égalité, jusqu'à 3 partout. Après 10 minutes de jeu, les Alsaciens passent devant et mènent 4-3. L'écart se creuse durant la première mi-temps. Les Violets ont une confortable avance de 6 buts à la pause, malgré, vous le voyez, la persévérance de leur adversaire. Pas de frayeur en deuxième mi-temps. Valence revient à 4 buts à la 45e minute, mais Célestat met un coup d'accélérateur et creuse à nouveau l'écart en s'offrant ainsi la victoire, la 5e de la saison à domicile sur le score de 32-23. Écoutez le capitaine de l'équipe et leur entraîneur à l'issue de la rencontre. On a eu des hauts et des bas, mais c'est vrai qu'on a réussi à raccourcir nos temps faibles, ce qui n'a pas toujours été le cas cette saison. Donc c'est ça qui a été vraiment important dans la victoire de ce match. L'idée, c'est vraiment de développer cette équipe-là pour qu'elle soit hyper compétitive la saison prochaine. Je crois qu'on est en train de poser les pierres de quelque chose qui peut être intéressant. Maintenant, il faut qu'on arrive à être dans la même dynamique de progrès tout le temps. Et ça, c'est important. Là, je suis content parce qu'on vient, depuis 5 matchs et depuis la reprise de janvier, on commence à voir des choses intéressantes en termes de stabilité. Prochain match pour Célestat, ce sera mercredi contre Nice, une équipe qui compte le même nombre de points que les Violets. Eux aussi sont passés entre les gouttes des reports et des interdictions. L'autre club alsacien, l'ESSAB, recevait Limoges dans leur salle de Schiltigheim. L'ESSAB devait faire un grand match pour espérer faire tomber Limoges, en blanc, candidat à la montée parmi l'élite. À l'aller, les hommes de Denis Latou avaient arraché le nul. Ils démarrent plutôt bien ce match retour, même si les gardiens sont les premiers à se mettre en évidence. Les Alsaciens se cassent les dents sur Serdarevic, mais en face, Romain Mathias aussi fait bonne garde, à l'image de cette double parade. Le portier alsacien finira avec 16 arrêts, c'est bien, mais insuffisant pour contenir les visiteurs, qui font la course en tête, 12-7, puis 15-10 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Bleus accélèrent et réduisent l'écart à 3 buts, mais ce n'est qu'un feu de paille. Limoges ne tremble pas, fait tourner son large effectif et reprend une marge confortable de 6 à 8 buts d'avance. Au final, l'ESSAB n'a jamais pu croire à l'exploit. Trop d'échecs au tir, pas assez de stops en défense. Et la défaite, 28-22, est logique. C'est la 3e à domicile cette saison. Une défaite qui a provoqué une grosse colère de l'entraîneur Denis Latou. Écoutez-le. Il y a des joueurs qui ont montré leurs limites ce soir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, on n'a rien à espérer face à ces équipes-là. On n'est pas à ce niveau-là. Voilà, on va travailler pour y arriver, mais je pense qu'il faudra changer certains joueurs et certaines choses. Le staff fait au moins 4 heures d'analyse vidéo, on leur mâche le travail et c'est pas respecté. Donc ça veut dire que certains joueurs sont pas capables, n'ont pas le niveau de la Pro League. Voilà, point.
ne mâche pas ces mots. Hein. On jette un coup d'œil côté classement pour les deux équipes. Vous le voyez, Célestat qui n'est plus qu'à 3 points des playoffs. Les Sables est un peu plus bas, il se situe actuellement à la 12e position au classement. En hockey, un week-end chargé, je le disais en début de cette émission, rempli de rebondissements, notamment pour les Scorpions de Mulhouse. Les hockeyeurs mulhousiens étaient menés 2-3 par les Gothiques d'Amiens dans les quarts de finale de play-off qui se jouent au meilleur des 7 matchs. Mais vendredi, alors que le match 6 devait se jouer à Mulhouse, l'arrêté préfectoral interdisant le regroupement de plus de 50 personnes en milieu confiné dans le Haut-Rhin tombe. Pensant que cette interdiction s'applique aussi au sport, la fédération décide de renvoyer Amiens chez eux. Le match est alors annulé. Samedi, la fédération prend la décision de disqualifier Mulhouse car la préfecture de la Somme interdit à Amiens d'accueillir les Scorpions. Résultat, les supporters et autres soutiens des Scorpions se révoltent au travers de nombreux messages sur les réseaux sociaux. Une pétition en ligne est également lancée. La suite est plus heureuse, c'est le président des Scorpions de Mulhouse qui nous la raconte. On a atteint le ministre des Sports qui est intervenu et qui a, on peut le dire, je l'interprète comme ça, tapé sur le doigt de la fédération, qui est revenu sur leur décision, qui a réintégré Mulhouse en quart de finale. C'est ce qui s'appelle un ascenseur émotionnel. Hein. Le match 6 se jouera donc mardi soir, demain, à huis clos face à Amiens, dans la patinoire de Cergy-Pontoise. Le président fait justement un point sur l'état d'esprit des joueurs à 24 heures de la rencontre. Vous avez une équipe maintenant qui a appris il y a 2 jours leur disqualification. Pour eux, la saison était finie, ils étaient dans la déception. Donc, il y a aussi un fort travail mental à faire. J'espère qu'ils veulent prendre leur revanche et montrer qu'ils avaient tout faux de nous disqualifier. Mais il faut être aussi conscient que c'est très très dur mentalement de juste faire en espace de 48 heures abstraction de tous ces événements qui ont été très très bouleversants. Si les Mulhousiens gagnent demain soir, un match 7 sera joué, toujours à huis clos à la patinoire de Cergy-Pontoise. Pour la suite, c'est encore flou. Une réunion avec les clubs restants dans la compétition et la fédération se tenait ce midi. Une autre aura lieu dans la soirée. En fonction de l'évolution de l'épidémie, tous les matchs pourraient se jouer à huis clos. La saison pourrait également être mise en stand-by. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais il n'y a pas que les Orinois qui ont été concernés par cette épidémie ce week-end. Vous aussi, Daniel Bourdage, vous avez été impacté en tant qu'entraîneur de l'équipe de Strasbourg. Alors, pour rappel, vous deviez jouer votre premier match de la poule de maintien en D1 samedi contre Clermont-Ferrand. Le match, on le disait, a été annulé. Vous l'avez finalement appris combien de temps avant le début officiel de la rencontre ? On a eu écho du fait que Clermont ne viendrait pas vendredi soir. On se demandait pourquoi, on essayait de trouver les raisons, on a regardé et il n'y avait que dans le Haut-Rhin où il semblait qu'il n'y avait pas le droit d'avoir plus de, je crois, 50 ou de faire un match à 50 ou 100 spectateurs. Personnes, Donc nous, on n'était pas du tout touchés par ça. Donc on a fait comme si le match était pour avoir lieu parce qu'on ne savait pas si finalement Clermont déciderait de venir ou pas parce qu'on ne voyait aucune raison de ne pas venir. Donc nous, on s'est présenté à l'heure du match et puis Clermont n'est pas venu. Donc, match qui n'a pas eu lieu. Est-ce que vous avez des nouvelles à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, sur un report ou un forfait, du coup, des adversaires? Non, pas du tout. On attend justement la réponse officielle de la fédération par rapport au refus de se déplacer de Clermont. Et alors, si c'était compté comme un forfait, eh bien, ça arrangerait plutôt bien vos affaires quand même, parce que pour rappel, eux sont derniers de la poule de maintien avec 6 points et vous premiers avec 11 points. Donc ce serait plutôt une bonne nouvelle pour vous. Ce serait une bonne nouvelle. On aurait préféré jouer, mais les règles sont telles qu'ils perdraient 1 point et nous 3 points. Donc ils se retrouveraient à 5 points et nous à 14 avec 5 matchs à jouer encore. Du coup, vous continuez à vous entraîner en attendant d'en savoir plus? Oui, on s'est entraîné hier, hier c'était dimanche, on s'est entraîné aujourd'hui, on va s'entraîner demain aux heures normales. On doit aller jouer à Cholet vendredi soir, donc ce serait le premier ou le deuxième match, on verra selon la décision de la fédération concernant Clermont.
C'est des conditions particulières quand même, j'imagine. Oui, ben, comme le disait le président de Mulhouse, il faut faire abstraction de tout ça, ce qui n'est pas évident. On l'a bien vu dans le vestiaire ce matin. On attend plein de choses. On attend des réponses concernant Clermont. On attend des réponses par rapport à ce que la saison va se continuer ou elle sera gelée comme ça. Mais il faut aussi dire que pour Mulhouse, les joueurs de Mulhouse, je leur souhaite bonne chance à Amiens ou à Cergy qui vont se jouer, mais c'est aussi difficile, je pense, pour les joueurs d'Amiens qui se sont peut-être crus en demi-finale et qui se retrouvent encore en quart de finale. Donc, je pense que ça sera difficile pour non seulement les Mulhousiens de faire abstraction de tout ça, mais pour les joueurs d'Amiens également qui n'y sont pour rien. De manière un peu plus générale, les virus, les maladies contagieuses en hiver, c'est quand même un problème récurrent. On pense beaucoup au sport collectif où forcément il y a une certaine proximité. Est-ce que ça vous a déjà impacté? On pense par exemple à la grippe. Oui, il y a eu une année où on a pu reporter un match. Je ne me souviens pas en quelle année, mais là, 3-4 ans, il y avait la grippe aviaire. Et beaucoup de nos joueurs, on avait au moins 7 ou 8 joueurs infectés. Et on a demandé, avec l'autorisation de la fédération, de reporter ce match. C'est arrivé, effectivement, où les grippes nous ont obligés à reporter des matchs. À haut niveau, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, les kinés, les soins, les médecins. Est-ce que on pourrait penser à l'avenir, maintenant avec cette épidémie, je ne sais pas, des vaccins obligatoires pour les joueurs ou d'autres précautions en termes d'hygiène? On le fait. Je pense que beaucoup d'équipes ont le vaccin justement pour la grippe. Les joueurs, on n'est pas obligés, mais les dernières années, le médecin d'équipe nous le proposait et la majorité des joueurs prenaient le vaccin et ça avait plutôt bien fonctionné. Mais cette année, je pense qu'avec le coronavirus, je crois que c'est quelque chose où il n'y avait pas de vaccin qui existait. Et d'ailleurs, on ne parle pas beaucoup de la grippe qui devrait éventuellement arriver aussi, j'imagine, à moins que ce soit le coronavirus simplement cette année, je ne sais pas. Ce serait bien qu'on ne cumule pas les deux. Hein. On verra, mais... Il ne faudrait pas combiner les deux, mais c'est vrai que j'espère que la grippe saisonnière n'arrivera pas. C'est justement dans ce genre de moment, là, vous êtes un peu en suspense compte tenu de ce match qui n'a pas été joué ce week-end, qu'on se rend compte que le mental, ça joue, parce que là, vous vous entraînez sans trop savoir comment va se passer en fait la suite. Oui, donc ça vous laisse deviner un peu l'ambiance dans le vestiaire, mais je sais que les joueurs contactent aussi d'autres joueurs des autres équipes et tout le monde est perturbé par cette situation. Je me demande si, pour certaines équipes, on a envie que ça se termine. Nous, en play-down, déjà, on n'était pas très contents d'y être parce qu'on y était à la dernière minute de jeu. Donc, c'était un dur coup pour nous de se retrouver 11e alors qu'on est à égalité avec le 10e et on était à la 25e journée, on jouait encore pour une place en play-off. Donc, de se retrouver déjà dans cette situation-là est assez difficile pour nous, mentalement, psychologiquement. Et en plus, maintenant, de faire les play-downs dans une situation comme ça, je trouve que en tout cas, les joueurs sont très, très courageux et je trouve qu'on a quand même une belle ambiance malgré tout, parce qu'on fait quand même du hockey. Ça pourrait être pire que ça. Ça pourrait être pire. En tout cas, c'est pas encore aussi pire que ça en basket. Si en élite, la SIG a retrouvé le chemin des parquets après 3 semaines sans match et s'est imposée à Chalon-sur-Saône, l'Alsace du basket regardait à l'échelon supérieur. C'était le derby entre les deux clubs barinois de Pro B. Ça se passait entre Souffel-Weiersheim et Gries. Ça se passait donc à Souffel dans une salle à guichet fermé. Cameron Naylor côté Gries, Joe Burton côté Souffel. Chaque équipe lançait son nouvel américain dans ce derby. Le premier quart-temps donne le ton, ça défend fort, très fort. Chaque ballon, chaque rebond donne lieu à un combat et les points sont rares. 3 petits paniers seulement dans les 5 premières minutes. À ce petit jeu, c'est Gries qui s'en sort le mieux. Pourtant dominé au rebond et malgré une adresse en berne, les Verts sont devant, mais ne comptent mieux que 11 points d'avance. Le fighting spirit, c'est l'ADN de Souffel. Devant leur public, les Blancs choisissent les 5 dernières minutes pour recoller au score grâce à leurs jeunes joueurs. À 1 minute de la fin, Gries a 3 points d'avance, mais Sylvain Sautier marque avec la faute. 63 partout, la salle est debout. Gries puis Souffel cafouillent leur possession. Et à 8 secondes du buzzer, Louis Marnette, Sergio Burton qui marque. L'Américain qui a pris 19 rebonds place Souffel en tête. Mais il reste 4 secondes et un dernier ballon à Gries pour l'emporter. Ballon que Jason Bach intercepte.
Souffel, qui a couru après le score tout au long du match, s'impose à l'arraché 65-63 après un petit match, mais un grand derby. Au classement, Souffel remonte dans le top 8 avec 12 victoires pour 10 défaites. Gris est 14e avec 3 victoires d'avance sur le premier relégable. Écoutez la satisfaction de l'entraîneur du BCBS, Stéphane Eberlin. C'est un travail d'équipe. C'est terrible parce que quand on est tellement maladroit alors qu'on a les tirs, on se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour... il faut être courageux, s'accrocher défensivement et à un moment, on a pu faire mettre les 2-3 paniers qui nous permettent de prendre le match. Entraîneur du BCS, pardon, il y avait une lettre en trop. Et vous vous en doutiez, ce n'était pas la même ambiance. Dans le camp d'en face, où Ludovic Pouillard se demande encore comment ses joueurs ont pu laisser filer ce match. On lâche un match qu'on ne doit jamais lâcher. On lâche un match qu'on maîtrise. La seule chose qui est compliquée, c'est la fin de match. On perd 12 ballons sur le match, mais je crois qu'on en perd 4 dans les 2 dernières minutes ou 2 dernières minutes 30. On le donne, ce soir on donne le match. Et tout de suite, c'est la crème des réseaux. Alors, ballon d'Alsace ou grand ballon, faites-vous la différence? On va en parler dans quelques instants. Ça se passait ce week-end lors d'une compétition de ski de fond dans les Vosges. Alors parmi les participants, les Nordiques du 67, félicités sur la page Facebook du ski de fond au Champ du Feu. Mais ce ne sont pas les seuls à être mis en avant. L'animateur aussi, non pas pour ses prouesses sur les skis, mais au micro. Il aurait confondu le grand ballon avec le ballon d'Alsace. Résultat, on lui aurait proposé de faire cet été la montée des 2 sommets en vélo pour voir la différence. Alors pour information, petit point culturel, le grand ballon culmine à 1424 mètres. C'est le plus haut sommet du massif vosgien avec près de 1000 mètres de dénivelé pour ceux qui souhaitent y aller en vélo. Le ballon d'Alsace, lui, culmine à 1247 mètres et c'est 300 mètres de dénivelé en moins quand même. Et au-delà de son impact sur les différents championnats, le coronavirus n'améliore pas l'image de Mulhouse. Le basketteur mulhousien Nicolas Lang a partagé son état d'esprit, même s'il est loin de l'Alsace en ce moment puisqu'il joue à Limoges. Alors vous voyez l'image, Mulhouse aux infos, voilà, on a tous des têtes de zombies, et son Mulhouse à lui avec un monde de bisounours. Eh bien, comment faire fuir le coronavirus? Une solution peut-être proposée par le club du TC Lilleberg, c'est un club de tennis. Ah bah non, en fait, il fêtait juste carnaval. Bon, ça fait un peu peur. Une autre solution peut-être, elle est signer les footballeurs du FC Mulhouse. Alors je ne sais pas si cette danse va permettre de faire fuir cette épidémie, mais en tout cas c'était pour fêter leur victoire. Mulhouse s'impose dans le derby en N2 face à Schiltigheim 1-0 et remporte son premier match à domicile de la saison. Le huis clos, apparemment, eux, ça leur réussit. Et on termine cette émission avec vous, Daniel Bourdage. L'objectif, là, on s'entraîne encore dans l'attente d'eux. L'objectif, ça reste quand même le maintien en D1. Oui, exactement. Il ne faut pas déroger de notre objectif. Il ne faut pas se laisser déconcentrer ni perturber. On s'entraîne avec beaucoup d'ardeur et on prépare le match contre Cholet du mieux possible. Justement, vous disiez état d'esprit un peu compliqué. Comment est-ce qu'on prépare ça? On adapte un petit peu les entraînements aussi? Bon, on discute beaucoup. Oui, il faut jouer. On n'a pas joué samedi, donc il faut faire du collectif. Aujourd'hui, on a fait du 5 contre 5. On a essayé de simuler au maximum des situations de match, tout simplement, avec des mises en jeu, du jeu, des objectifs précis, beaucoup de tirs. Mais on voulait mettre de la pression. On voulait que les joueurs se sentent... on voulait des duels, beaucoup de duels. On a fait du 1 contre 1, du 2 contre 2. Des situations de combat, de possession, du contact, pour ne pas arriver vendredi et être complètement perdu tactiquement. Alors cette saison, elle a été quand même un petit peu compliquée jusqu'à la dernière minute. Vous le disiez tout à l'heure, vous espériez pouvoir échapper à cette poule de maintien. Finalement, vous y êtes. Qu'est-ce qui a manqué finalement? Bon, début de saison catastrophique, un camp d'entraînement à Fribourg. On n'avait pas la glace à Strasbourg. Premier match contre Tours, c'était la première fois qu'on jouait un match en équipe à domicile.
et c'est un match officiel. On termine 3e à la deuxième moitié de championnat. Donc, c'est évident qu'il faut avoir une meilleure préparation la saison prochaine, avec un recrutement complet, pas coupé à mi-chemin. Et voilà, c'est simplement une meilleure préparation, une meilleure organisation en début de championnat pour nous permettre, parce que quand tu finis avec la façon qu'on a terminé, on est allé chercher 34 points, dont 20 points, dont 19 points dans les 11 derniers matchs. Donc ça dit tout. Bon, ça sera pour la saison prochaine. En attendant encore d'espérer vous voir vous maintenir en D1. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Daniel Bourdage. Merci Anna.